suis artiste et enseignant-chercheur. Je suis responsable d'un groupe de recherche qui s'appelle Reflective Interaction à l'ENSAD Lab, qui est le laboratoire de l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Et donc je suis avant tout praticien, et c'est vrai que je travaille beaucoup sur les dispositifs interactifs. Et en même temps, j'ai un travail plus théorique, et la recherche se situe sur ces deux terrains simultanément, dans leur articulation, j'ai envie de dire, dans ces deux approches. Et travaillant beaucoup sur les dispositifs interactifs de différentes natures, j'ai d'abord été, c'est vrai, conduit à beaucoup travailler sur les images interactives, qui était aussi le sujet de ma thèse il y a une dizaine d'années. Et donc les images interactives, je crois, sont des images opératoires. Donc les images opératoires, moi la définition que j'en donnerais, c'est que ce sont des images qui sont, c'est pas forcément des images qui rendent compte d'opérations, c'est-à-dire des images qui quelque part illustreraient une opération, mais c'est plutôt des images qui sont réalisées par une opération au moment où on les perçoit. C'est-à-dire que de toute façon, toute image provient d'une opération. Donc elles rendent compte d'une opération dans la mesure où, que ce soit de la photo ou n'importe quoi, il y a à un moment donné un opérateur, caméraman ou autre qui fait une image. Donc de toute façon, elles rendent compte de cette opération. Après, elles peuvent faire d'opérations leur sujet. En l'occurrence, ici, je crois qu'une image opératoire, ce qui est intéressant, c'est précisément qu'il y a une opération au moment où on les perçoit, et qu'il y a une conjonction entre l'opération et la représentation. Le moment où il y a voilà, et souvent d'ailleurs cette conjonction se fait en temps réel, comme on dit, c'est-à-dire dans un temps précisément où il y a un input, quel qu'il soit, c'est-à-dire quelque chose qui opère, qui vient d'extérieur par rapport à l'image et qui va participer à la réalisation de l'image, qui elle-même va donc être transformée, va donc être perçue, ainsi transformée, et c'est donc cette espèce de cycle qui va réaliser l'image, qui devient de fait une image opératoire parce qu'elle nécessite d'être opérée pour pouvoir être perçue en quelque sorte. Alors, je pense que peut-être le terme d'image opératoire est un peu plus vaste, peut-être un peu plus polysémique, et mérite justement, c'est ça qui est intéressant, c'est un champ de recherche euh, assez, assez vif aujourd'hui. Et, par exemple, il y a des images opératoires qui sont des images qui permettent de faire des opérations. D'ailleurs, il faut savoir que dans l'histoire de l'informatique, c'était ça au début, le tout début des images. Je ne sais pas si c'est le lieu d'en parler, mais le tout début des interfaces graphiques, c'était des interfaces graphiques, par exemple, pour la balistique, et donc qui permettaient de repérer s'il y avait des avions et comment on pouvait les intercepter, des avions ou des missiles. Et donc il y avait, c'est comme ça que sont apparus les premiers stylés, etc. C'est vraiment le tout début des interfaces graphiques en informatique. Et donc l'image était à la fois un processus de visualisation, mais qui permettait en même temps d'intervenir. Et donc d'intervenir en pointant des choses. Voilà. Donc là, par exemple, ces images qui permettent, par le biais d'interfaces, d'intervenir sur quelque chose, comme par exemple aujourd'hui, on va faire appel à l'image pour opérer un patient. Donc les images qui vont aider en chirurgie sont des images pleinement opératoires. L'image opératrice, je ne sais pas exactement ce qu'on pourrait entendre par là. Ça serait peut-être l'image elle-même qui opère, c'est-à-dire où elle n'est pas forcément un vecteur je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant dans dans ces images-là, d'un point de vue artistique, c'est quand elles appellent l'opération. Donc, c'est-à-dire que dans la façon dont elles se donnent, avant qu'on opère avec ces images, comment peuvent-elles signaler le fait qu'on puisse opérer avec elles? C'est quelque chose qu'on retrouve constamment comme problématique artistique, c'est-à-dire en quoi une image en situation d'exposition appelle le fait qu'elle invoque, elle appelle, elle produit du désir, il y aurait comme un manque, elle ne serait pas réalisée
tant qu'il n'y aurait pas un investissement qui ferait que ça opère et donc que ça accomplit sa réalisation en quelque sorte. Donc là, je ne sais pas si c'est ça l'image opératrice, mais en tout cas, je pense que c'est une dimension des images opératoires qui est intéressante, c'est-à-dire comment elles font valoir leur caractère un peu spécifique. Oui, aujourd'hui, dans le champ de la création contemporaine, en fait, le terme de dispositif est un terme qui apparaît de plus en plus, et en même temps que celui d'installation est un terme qui semble de plus en plus galvaudé, puisque tout devient installation en gros, hein. Dès lors qu'on agence un peu des choses dans un espace, ça devient une installation. Le terme de dispositif, pour moi, ce qui en fait sa spécificité, c'est que les agencements en question sont des agencements qui ont précisément des capacités opératoires. C'est-à-dire que ce sont des capacités. Ça ne veut pas dire qu'ils opèrent nécessairement. Soit ça reste à l'état de potentiel, soit ça peut être actualisé et donc ça peut réellement opérer. En tout cas, un dispositif doit avoir une faculté opératoire. Et donc, c'est ce qui les qualifie par rapport aux installations. On a des installations qui ont des caractères opératoires dans certains cas, comme quand on a parlé par exemple des installations vidéo. Donc là, on les qualifie, on leur donne un qualificatif d'ailleurs qui est entre le médium et la technique. Et donc, on a certaines installations qui effectivement ont à voir avec l'opération. Mais en fait, ces installations, elles-mêmes, on va les qualifier de dispositifs. Et le terme va d'ailleurs apparaître pour l'art à partir de cette prise en compte des installations qui opèrent, en particulier les installations vidéo, par exemple avec Anne-Marie Duguay dans les années 80, 84 pour être plus précis. Elle va faire un texte assez important qui s'appelle Dispositif et qui précisément qualifie ces installations vidéo, en particulier les installations en circuit fermé. Donc on voit voilà, qu'il y a un décrochement, il y a l'apparition d'un terme qui en fait, je crois qu'il faut le dire parce qu'on l'oublie souvent, l'apparition du terme en France pour tout ce qui nous intéresse, c'est plutôt le milieu des années 60. Et ça, souvent, on l'oublie parce que très souvent, on fait référence à Foucault dans les années 70. Alors qu'en fait, dès 65, Pierre Schaeffer, qui est une personnalité très importante pour la recherche en art en général, alors pour lui plus spécifiquement en son, en musique et en audiovisuel, mais en fait c'est vraiment un éclaireur pour la France et à l'échelle internationale. Et Pierre Schaeffer, dès 65, utilisait le terme de dispositif dans un sens qui est assez intéressant pour nous, qui est assez proche et qui était très lié à la recherche. Et c'est après, dans les années 70, sans qu'il y ait beaucoup de relations directement entre eux, qu'on va voir le terme apparaître chez Foucault, sans qu'il en fasse une définition spécifique. Il en fait une définition dans une interview, mais lui-même ne va pas développer spécifiquement le terme, va beaucoup l'utiliser, mais ne va pas le développer spécifiquement. Et puis, on a justement Deleuze qui va faire un petit texte, là aussi, qui est rarement cité, et qui porte le même titre que le livre d'Agamben, Qu'est-ce qu'un dispositif? On est dans les années 80. Et Agamben, parmi d'autres, on ne va pas faire toute l'histoire ici, mais Agamben va donc sortir ce petit livre, d'abord en italien puis en français, sur justement les dispositifs. Alors, le fait que ça sorte en italien puis en français, c'est quand même assez intéressant parce que c'est vraiment un terme qui a une racine latine. Et ce qui fait que c'est un terme compliqué en termes de traduction anglo-saxonne. Et donc, c'est un terme qui n'a pas encore trouvé toute sa puissance parce qu'il a des difficultés de traduction. Mais on voit aujourd'hui qu'en fait, les anglo-saxons, dans les milieux qui sont les nôtres, aussi bien les arts, les nouveaux médias, etc., sont en train de s'emparer du terme français, parce que c'est quand même vraiment en France qu'il a été le plus conceptualisé. Et donc, sont en train d'intégrer le terme en français dispositif. Et parce que justement, il y avait cette difficulté, je crois, de traduction, sachant qu'en anglais, on va le traduire aussi bien par apparatus que par device, que par adjustment, que par parfois installation, etc. Et donc, bon, les deux traductions les plus habituelles sont apparatus. Là, c'est plutôt l'appareillage, quoi. Donc là, il y a vraiment une notion possiblement spatiale, importante, environnementale, environnement, quoi. Alors que dans device, on est quand même plutôt sur des choses qui sont plus embarquées, qui sont plus comme on va parler de device par exemple pour un téléphone portable ou des choses comme ça.
Donc voilà, mais il n'y a pas la polysémie qu'on a dans le dispositif aujourd'hui tel que nous on l'utilise. Donc ce caractère opératoire des dispositifs, il est absolument essentiel. Et en plus, quand on refait l'histoire de la notion de dispositif, on s'aperçoit que ces trois grandes définitions, à savoir juridique, militaire et technique, on va trouver des articulations, des convergences à l'endroit où nous, on les utilise. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais disons que c'est pas ces définitions premières. La première définition, elle est juridique, hein, mais donc c'est un texte qui contraint, quoi. Hein. Donc cette idée de régulation, par exemple, Jacques Aumont, quand il parle du cinéma, il dit que le dispositif cinématographique règle notre relation à l'image. Donc il y a bien la notion de comment on règle les choses, quoi. Voilà, donc on peut retrouver rapidement ces différentes définitions dans l'usage et l'acception qu'on en fait aujourd'hui, y compris dans l'art contemporain. Alors ça dépend. En fait, mon site déjà s'appelle Dispotech. Donc depuis longtemps, c'était un peu intuitif à l'époque, mais j'avais commencé au moment où je l'ai nommé, c'était le moment aussi où j'ai commencé à travailler avec Anne-Marie Duguay, donc il y a voilà, on peut comprendre aussi les logiques. Mais donc il y a vraiment l'idée de dispositif disponible, quoi, de jouer un peu là-dessus. Et après, ça dépend des travaux. Parfois, j'ai gardé le terme d'installation. En fait, il faudrait presque que je les renomme tous dispositifs, c'est vrai. Mais parfois, en art, dans certains contextes, le terme d'installation est davantage compris. Donc parfois, je dis installation interactive. Mais en fait, installation interactive, c'est un peu comme quand on dit quand on dit installation vidéo, c'est en fait des dispositifs, quoi. Alors, bah, je pense que les origines, les motivations ne sont pas extrêmement claires, tout simplement parce que c'est un intérêt naturel, quoi. Et en fait, je trouve que pour moi, c'est important que l'art ait un rapport à la société. C'est un argument, qui est une prise avec la société. Et donc la dimension politique est souvent apparue comme étant pas l'ultime argument, mais disons que quelque part, s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire si ça ne travaille pas d'un point de vue politique, s'il n'y a pas un rapport à la conscience, à la réflexivité, au rapport à l'œuvre, mais aussi un rapport qui va se traduire dans le rapport aux autres, etc. Donc s'il n'y a pas une prise sociale, pour moi, souvent, un travail, je trouve, c'est un peu comme s'il était aseptisé et très vite devient un peu un divertissement pour l'esprit, quoi. Donc je trouve que c'est important qu'on arrive à trouver, à donner des prises dans le rapport à la société. Si bien que, comme c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans mes travaux, sans que je l'ai vraiment spécifié et sans que je m'y sois intéressé en soi, bah, là, je viens de le faire en fait. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, dans le cadre d'une habilitation à diriger des recherches que je vais soutenir là dans un mois, en fait, c'est là-dessus. Ça s'appelle dispositif artistique, dispositif politique. Donc c'est vraiment sur la notion de dispositif et précisément cette notion est intéressante parce que dans sa polysémie, elle nous fait passer d'un registre à l'autre. Elle permet de faire cet embranchement-là avec une hypothèse principale qui est souvent aussi décriée dans les arts, mais c'est de dire qu'à partir du moment où une œuvre a un potentiel, processuel, opératoire, l'opération est un facteur de mobilisation. C'est-à-dire qu'en fait, l'opération, au sens pas neuneux, naïf du terme, est un facteur d'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, émotion, il y a vraiment l'idée de faire bouger, hein, dans émotion, dans l'étymologie même d'émotion, il y a vraiment l'idée de mouvement, de mise en mouvement. Et donc en fait, l'hypothèse que je fais, c'est que par les dispositifs étant eux-mêmes des sources d'opération, donc ils ont une faculté de mise en mouvement qui leur est propre, mais cette mise en mouvement qui leur est propre peut être mise en conjonction avec une mise en mouvement du public, chez le public, de différentes façons.
Parfois, c'est uniquement processuel, enfin, affectif. Il n'y a pas de relation directe d'activité du public dans une relation avec l'activité de l'œuvre, mais parfois, il y a une interaction, donc il y a une participation active du public dans la relation à l'œuvre. Mais quel que soit finalement le type d'opération, il y a une conjonction possible de la mise en mouvement du processus du dispositif et du processus affectif émotionnel. Avec aussi quelque chose qui pour moi est important, c'est qu'à la grande différence de la mise en mouvement qu'on peut trouver dans les médias du XXe siècle, qui sont des médias qui se déroulent, et finalement la mise en mouvement est un mouvement où on suit en quelque sorte, disons qu'on suit le mouvement, mais c'est-à-dire que le mouvement se déroule et quelque part on le suit. Ici, ce qui se passe avec les dispositifs, c'est que les mouvements, les processus, ils sont beaucoup plus liés, ils sont beaucoup plus en prise avec leur environnement. C'est-à-dire qu'ils sont dans une position indécise, beaucoup plus. Il y a une indécidabilité propre au dispositif parce que précisément, ils sortent du paradigme de l'enregistrement pour rentrer dans un paradigme qui est celui de la programmation et donc de la possibilité d'intégrer des événements qui leur sont extérieurs pour que ces événements soient pris en compte et fassent que le processus se déroule ici et maintenant avec une incertitude. Et donc cette incertitude du déroulement des opérations qui est propre au dispositif, elle aussi, me semble-t-il, est un facteur mental, un facteur affectif, un facteur d'attachement qui est important et qui est mobilisateur. C'est-à-dire qu'il permet d'amener, de mobiliser les corps et les esprits, et donc il est un facteur politique. Et en plus, il est aussi un facteur politique parce qu'évidemment, non seulement il permet de mobiliser davantage parce qu'il y a cette inattendue, cette incertitude permanente, mais en plus, il peut intégrer précisément l'activité dans l'environnement et donc l'activité du public. Donc on voit qu'ici, à travers cette notion de dispositif, on voit que les dimensions, les caractéristiques du dispositif permettent de faire cette conjonction entre l'artistique et le politique. Alors, oui, mais je peux le... Bien sûr. En fait, il me semble aussi assez important, et c'est par exemple la grande différence entre l'art et la communication, c'est que en art, l'incertitude dont je parlais, elle est aussi une incertitude de sens. C'est-à-dire qu'en fait, en communication, très souvent, on essaye de stabiliser un sens et on essaye de faire passer, comme on dit, faire passer ce sens, faire passer ce message. Ça, c'est terrible en art. C'est inenvisageable, ou alors quand c'est le cas, c'est très problématique. On a affaire à un art de propagande, etc. Et en général, c'est quasiment toujours ce qu'il y a de pire. Donc, précisément en art, ce qui est intéressant, c'est la polysémie, c'est les choses qui sont non résolues. Et donc, malgré le fait de travailler avec des techniques qui nécessitent de déployer une forme de logique, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à créer des agencements irrésolus. Et donc, même quand, par exemple, je choisis les forces de l'ordre dans une œuvre comme Niforme, ou les manifestants dans une œuvre comme Tous Ensemble, ou les manifestants et les traders dans une œuvre comme All Over, jamais il y aurait de ma part la constitution d'un espèce de message qu'il s'agirait de déchiffrer à travers l'expérience de l'œuvre. Dans Niforme, il n'y a pas de... Je ne suis pas en train de délivrer un message contre la police ou je ne sais quoi. Par contre, j'interroge le rapport de l'individu au collectif, le rapport de l'individu en uniforme, comment, quand on s'approche, qu'on fait le point sur un seul de ces représentants de force de l'ordre non casqués, c'est important, il est non casqué, c'est-à-dire qu'il n'est pas uniforme complètement, mais on va pouvoir en découvrir le visage. D'un seul coup, à quel moment dans la distance on passe de l'individu à l'uniforme. C'est aussi ces images qui sont hyper fortes des révolutions, comme on en a connu, qui n'ont pas aujourd'hui trouvé encore leur marque, mais on a des images très fortes où d'un seul coup un manifestant se met à embrasser un représentant des forces de l'ordre ou lui tend une rose, et il y a un moment où ça bascule, où il y a
il y a un caractère, voilà, on sort de l'uniforme psychologiquement en fait. On sent qu'il y a un bascule, c'est une bascule qui joue à pas grand-chose, etc. Donc comment interroger cette relation-là? Et dans Niforme, en fait, c'est surtout ça qui est mis en œuvre. Et à aucun moment un message qui serait délivré pour penser telle ou telle chose. Donc voilà, quand je convoque dans Tous Ensemble, ce sont des manifestants, mais j'interroge notre capacité à nous organiser pour nous remettre tous ensemble, nous synchroniser. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi que d'être tous ensemble et très synchronisé? Par exemple, dans D'autant qu'à plusieurs, le tous ensemble et le très synchronisé, est-ce qu'il est du côté d'un heureux événement de type Hola, comme on a dans les stades de foot, ou d'un mouvement collectif bien ordonné, tel qu'on l'a dans les stades qui attendaient des stades fascisants? Donc l'ambivalence, l'ambiguïté, la polysémie me semble extrêmement important pour amener le public à décider, à orienter. Et quand tout à l'heure je parlais aussi du caractère politique, c'est-à-dire que c'est dans le processus dans lequel lui-même parfois il peut être pris en s'impliquant activement, eh bien il y a aussi à la fois un engagement physique, un engagement psychique et la possibilité de résoudre ou pas la situation. Mais en tout cas, la résolution appartient au public, elle ne m'appartient pas à moi. Et de ce point de vue-là, je pense que je ne suis pas du tout binaire, je suis plutôt multipolaire et finalement, les choix, in fine, sont faits au moment où les choses opèrent et par le public. Je me méfie beaucoup des idéologies. Donc, par contre, que ce soit qu'il y ait une forme d'engagement politique, c'est certain. Mais l'engagement politique n'est pas essayer d'imposer une idéologie aux autres. Et c'est là où quand je disais il y a une rupture entre la communication et l'art, il y a une rupture entre la propagande et l'art, c'est à cet endroit-là que ça se situe. Et c'est précisément parce qu'on offre une place, mais qu'on va provoquer ce qu'on pourrait appeler une forme d'exercice de conscience du côté du public, que c'est politique. Et là, c'est une politique intéressante, c'est-à-dire que c'est une politique où chacun peut trouver sa place. Et on n'est pas du tout dans une politique qui consisterait à faire passer un message politique. Donc là, je crois qu'il y a une différence d'approche. Et si, par exemple, je reprends l'exemple de Temps Libre et du mégaphone, quand j'ai choisi le mégaphone, qui est un objet à différents titres très intéressant, qui a aussi une vocation d'embrayeur pour l'action dans Temps Libre, c'est aussi un objet très polysémique. Parce qu'on voit bien d'ailleurs que dans le mégaphone est effectivement un objet qui est un objet qui sert aux revendications, par exemple, qu'on va beaucoup trouver dans les manifestations, mais c'est aussi le mégaphone qu'on va retrouver dans les camps de travail, parfois qui équipent directement les camps en étant fixe et on hurle sur les gens, etc. Donc c'est un objet hyper ambivalent, le mégaphone aussi. Et cette ambivalence-là, eh bien, on va la retrouver dans Temps Libre. C'est-à-dire qu'à la fois l'objet est un objet de revendication face effectivement à des donneurs d'ordre, à des gens en tout cas qui sont plutôt d'une classe sociale qui est très plutôt aisée et favorisée. Et en face, eh bien, on va avoir, par le biais de cet objet, la possibilité de renverser le cours des choses, de renverser finalement le rapport social. Mais si au début l'objet peut apparaître comme la possibilité de revendiquer, assez vite, en fait, il va nous placer dans une situation qui correspond à la base à ceux qui sont les donneurs d'ordre. Donc il va nous interroger nous-mêmes sur notre capacité à résister si on nous donne du pouvoir à devenir finalement comme ceux auxquels on essaye de s'en prendre. Donc ça nous interroge là-dessus sans à nouveau donner de résolution. Et il y a un caractère ludique dans tout ça, c'est-à-dire que je trouve ça très intéressant aussi que cette interrogation se fasse sur un mode ludique, ce n'est pas contradictoire avec le sérieux de la question. Mais je crois qu'il faut inscrire la question du comment et du pourquoi et sa possible hiérarchisation par rapport à la situation qui est la nôtre. On parle de recherche en art, on parle d'art ou de design,
Et on parle d'une recherche qui est basée sur la pratique. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, moi qui suis un peu quand même dans la pratique et dans la théorie, je me suis quand même rendu compte qu'à partir du moment où on mettait le pourquoi en premier, le pourquoi devenait assez vite inhibant. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très vite chercher, théoriser, réfléchir pour s'autoriser à faire. Et en fait, c'est une très mauvaise posture pour l'art et le design. Parce qu'en fait, c'est une posture inhibante. Ça veut dire qu'on ne sera jamais à la hauteur des questions qu'on pose, ou alors celles-ci vont être tellement drivées par une pensée du pourquoi qu'elles vont possiblement devenir illustratrices. Illustratrices de la question, en quelque sorte. Donc je trouve ça assez intéressant, non pas de nier le pourquoi, parce qu'il est tout à fait intégré, mais je trouve assez intéressant de s'autoriser à ouvrir les possibilités par la pratique. Et donc de trouver des questions qui sont réellement basées sur la pratique, c'est-à-dire des questions qui sont ancrées dans la pratique, qui viennent de la pratique. Pour qu'elles viennent de la pratique, il faut d'abord mettre la pratique. Et la pratique est d'abord une question de comment. C'est-à-dire que on le sait, et les gens qui sont extérieurs au monde de ces pratiques-là ne s'en rendent pas suffisamment compte, on est tout le temps en train d'être affairé à trouver des solutions, à contourner des problèmes, à se battre ou à être concilié, ou à jouer avec la matière, ou avec la technique. C'est ça la pratique artistique. C'est vraiment on est dans un bain où on est en train de chercher des solutions pour arriver à faire. Et donc ça, ce sont des questions qui sont tout le temps des questions de comment. Et elle n'évacue pas le pourquoi. Mais quand le pourquoi est réellement ancré dans ce faire, dans cette nécessité du faire, alors il devient beaucoup plus fort à partir de l'art. Parce que des gens qui se posent des questions de pourquoi en amont, il y a déjà beaucoup qui font ça et qui le font très bien. On a des philosophes et toutes les branches des sciences humaines qui sont là-dessus, qui observent, qui étudient, qui enquêtent, qui se posent plein de questions de pourquoi. À un moment donné, qu'est-ce qu'on va apporter en plus? On va jouer, on va essayer de mimer avec une nouvelle catégorie qui aurait d'autres références que tout cet existant. Je crois qu'on a un apport qui est fondamental et qui est très important, qui est l'apport pratique. C'est-à-dire comment précisément on se donne des moyens pour représenter le monde, pour penser le monde, pour opérer avec le monde. Mais ce sont des moyens qui passent par des formes qui sont des formes sensibles, qui sont des formes pratiques, qui sont des formes matérielles, et qui, elles, appellent cruellement le comment. Donc c'est bien dans ce contexte-là que je dis que pour nous, à partir de l'art et du design, la question du comment est cruciale et doit être première, voilà, quitte à radicaliser. Mais donc, par exemple, un étudiant-chercheur qui viendrait me voir et qui serait en train d'essayer de dire « je cherche ma problématique pour ma recherche et j'y arrive pas, je trouve pas », j'ai envie de lui dire « laisse tomber l'affaire, va bricoler ». Et puis on en reparle. Et donc on prend une table, on la bricole, on essaie de l'agencer, on essaie de faire un truc, puis au bout d'un moment ça ne marche pas, donc on pense autre. Et puis là, il y a des questions qui apparaissent. C'est comment je fais tenir une patte sur une table sur une patte. Il y a des questions qui commencent à apparaître et qui sont des questions d'équilibre, de je ne sais quoi, et qui sont des vraies questions pratiques, artistiques. Non, parce que comme je l'ai dit, en aucun cas j'ai évacué le pourquoi. Il est très important. Mais il va venir à partir du moment où les questions vont commencer à se poser. Et on va se dire, bah oui, mais pourquoi je fais ça? Quel sens ça a? Quelle est la relation justement à la société, au contexte dans lequel je m'inscris? Et donc là, les questions vont arriver et on va commencer à resserrer les choses. Mais elles ne sont pas fondées sur rien. Enfin, même en théorie, elles sont fondées sur quelque chose. En tout cas, là, elles sont fondées sur une pratique. Elles sont fondées sur l'exercice du faire. Et ça, c'est quand même le propre des artistes. Donc il ne faudrait pas, parce qu'on parle de recherche en art et en design, qu'on commence à rentrer dans un principe de réflexivité qui viennent inhiber ou diriger les pratiques qui vont devenir des pratiques illustratives. C'est un problème récurrent qu'on trouve dans ces recherches-là. Des pratiques illustratives ou des pratiques, où la pratique est comme relayée à
à quelque chose qui vient après coup. Ça ne me paraît pas du tout bien poser les choses pour l'art et le design. Par contre, il y a plein d'autres endroits où évidemment les questions du pourquoi se positionnent autrement. Mais pour nous, je revendique ça aujourd'hui. Et je revendique d'autant plus que la question du comment porte beaucoup sur les moyens qu'on se donne, et donc pas seulement sur les résultats, et que c'est à l'endroit de ces moyens qu'il y a réellement une recherche. Et que cette recherche va permettre de répondre à plein de questions qui se posent aujourd'hui en art et en design pour le développement de la recherche, parce que c'est une recherche qu'on pourrait qualifier d'organologique ou d'organogénétique. C'est une recherche sur les instruments qu'on se donne, au sens très large. Ça peut être des instruments, ça peut être des questions d'écriture, ça peut être des questions, ça peut être des questions techniques, ça peut être des questions de dispositifs, ça peut être des questions de... Voilà, il y a plein de... Les moyens qu'on se donne, les moyens pratiques qu'on se donne, comment on peut travailler dessus, comment on peut s'approprier des moyens, détourner des moyens, orienter des moyens, et comment on peut les partager. Parce que c'est ça, in fine, en recherche. Une recherche qui ne vaudrait que pour elle-même n'a pas beaucoup d'intérêt. Une recherche, ça se partage. C'est-à-dire qu'une recherche, la vocation de la recherche, c'est, même si ça peut paraître étrange, c'est d'augmenter la connaissance universelle. Et donc, à un moment donné, cette connaissance, elle peut être aussi une connaissance pratique, qui est aussi une connaissance de nos moyens. Et c'est intéressant parce que là aussi, c'est un sens politique. Ça veut dire qu'on n'est pas soumis aux moyens de l'industrie culturelle, par exemple. On n'est pas simplement des utilisateurs un peu particuliers d'outils qui auraient été pensés pour nous de l'extérieur et qui conditionneraient notre travail. En travaillant sur nos propres moyens, c'est nous qui décidons des conditions qu'on se donne et de comment partager ces conditions avec d'autres qui peuvent être de notre communauté de créateurs comme avec le public. Et ça aussi, c'est un positionnement politique. De fait, quand on est en recherche, et que ce soit en contexte de laboratoire ou en tant qu'artiste de façon plus générale, et qu'on travaille sur des moyens un peu particuliers et où on défriche sur ces moyens, c'est très rare qu'on puisse le faire tout seul. Il y a un besoin de pluridisciplinarité. Donc c'est à la fois une nécessité et une réponse aussi justement à l'injonction pluridisciplinaire en recherche aujourd'hui. Et donc moi je travaille effectivement quasiment toujours en collaboration avec vraiment un grand nombre de collaborateurs et de disciplines différentes, parfois même les sciences humaines et sociales, pas seulement. C'est vrai que pour beaucoup, c'est les sciences de l'ingénieur et les sciences expérimentales aujourd'hui. À partir de là, j'ai envie de dire que ça serait trop facile de tout réduire à quelque part l'artiste qui pense et puis les compétences associées qui font et qui entre guillemets exécutent. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est quand même beaucoup. D'ailleurs, l'un des principaux problèmes de ce type de travail, c'est un problème de langage. C'est un problème de se comprendre les uns les autres. Et il y a un certain nombre de travaux, quand je les fais, les personnes avec lesquelles je travaille vont, elles, de leur point de vue, avoir une direction de projet aussi, ou avoir la capacité, la possibilité de valoriser le projet dans leur propre discipline en étant l'auteur ou un des auteurs principaux, en fonction des... Voilà, donc les œuvres qui sont produites comme ça, pour d'autres disciplines, peuvent parfois n'être plus vues comme des œuvres, mais par exemple comme des démonstrateurs. Donc du point de vue des sciences de l'ingénieur, etc. Donc parfois, on m'a même demandé de travailler sur des technologies particulières où moi, je m'en empare et quand je les présente, ce sont des œuvres. Et quand on les présente pour le compte des gens, par exemple plutôt de sciences de l'ingénieur qui m'ont demandé de travailler avec eux, ça va devenir une forme de valorisation, de publicisation, comme on pourrait dire. Donc ça, déjà, ça veut dire que la question de l'autorité, elle est très fluctuante en fonction des projets. Cela dit, sur les projets qu'on regarde du point de vue artistique, je pense que c'est très important que l'auteur puisse faire preuve d'autorité au sens noble du terme, c'est-à-dire aussi de responsabilité. C'est-à-dire que si c'est pas bien, il faut quand même qu'on sache vers qui on doit se retourner. Donc il y a là une vraie responsabilité à endosser.
Donc à un moment donné, j'ai envie de dire que la direction de projet, elle est quand même en adéquation avec cette responsabilité, avec cette autorité. Et donc ce qui est important pour moi, c'est que de façon plus traditionnelle dans ces cas-là et d'un point de vue plus strictement artistique, la répartition des rôles soit claire et soit explicitée par des crédits. Donc ce qui fait quand vous regardez mon travail, quand vous regardez les crédits, souvent et parfois ils sont très longs. Mais j'y fais très attention. Je fais valider par tout le monde. C'est-à-dire que j'ai des procédures maintenant naturelles de validation de crédit tôt, avec la possibilité de faire évoluer les crédits en fonction de la réalité de ce qui s'est passé. Donc, parfois, il y a des modifications de crédits à la fin de première version de projet, etc. Ensuite, il y a des versionnalisations de crédits parce que sur certaines œuvres, eh bien, les équipes changent. Donc on voit que tout ça est compliqué, mais en tout cas, je veux dire, on sait le faire dans le cinéma depuis très longtemps, dans l'industrie culturelle depuis très longtemps. Donc je crois qu'on peut très bien le faire dans l'art, c'est-à-dire une répartition des rôles et des compétences. Par contre, une des questions que ça pose, c'est peut-être un peu trop long en termes de développement, mais très rapidement, je pense qu'il y a je fais partie d'une génération d'artistes où j'ai hésité moi-même à me mettre plus dans l'ingénierie. Donc j'ai fait un petit parcours d'études d'ingénierie, mais finalement qui m'a permis d'apprendre à parler avec des ingénieurs et d'avoir des méthodologies d'ingénierie, mais pas de moi-même développer mes propres projets au sens informatique du terme. Ça a été un choix à un moment donné, qui n'a pas été si simple. J'ai des collègues, et pas souvent des gens plus jeunes que moi, qui eux sont plus hybrides. Par contre, ce que je remarque, et on en a beaucoup discuté, c'est que quand on hybride, on a une qualité, je pense qu'il y a une qualité expérimentale plus forte quand on est tout seul avec soi-même et qu'on a le double profil, et je trouve ça très bien. Je remarque aussi qu'il y a un risque au bout d'un moment de se noyer dans la technique. C'est-à-dire que quand on est tout seul avec son affaire, eh bien, on n'a pas toujours le recul nécessaire pour arriver à trouver les orientations artistiques justes. Donc il y a le risque de se mettre soi-même toujours au défi et d'être dans un argument technique qui se repousse sans cesse et qui fait que ça ne se fait pas au profit de l'artistique. Donc là, il y a un débat à avoir avec soi-même qui n'est pas évident quand on veut adopter plusieurs rôles en même temps. Donc je pense que les deux positions ont une qualité, je les respecte toutes les deux. Je respecte beaucoup tous les choix de ceux qui décident de développer eux-mêmes leurs propres projets, mais il y a cette difficulté. Donc moi, ayant choisi l'autre voie, je pense que je connais très bien les techniques, que je sais très bien spécifier, que je connais les méthodologies, voilà. Mais j'ai quand même aussi une petite distance avec ça et qui fait que il faut que je trouve les justes articulations, non pas avec moi-même, mais avec les autres. Et je trouve ça très riche aussi, parce que du coup, ils apportent beaucoup. D'ailleurs, parfois, les qualificatifs, par exemple, Oussama Mbarak, qui est avec nous aujourd'hui, il a travaillé sur beaucoup de mes réalisations. Et dans certains cas, on discute des crédits, etc. Et par exemple, sur All Over, là, qui est présenté à la galerie L'Espace pour l'Art, sur All Over, dans les crédits, il faudrait vérifier sur mon site, mais ça doit être le cas, c'est réalisation informatique. Alors parfois, lui me dit non, non, programmation, c'est bien, parce que nous, on a tous beaucoup d'estime pour la programmation, mais parfois, on voit qu'il y a le terme réalisation qui intervient. Et donc, du coup, c'est un terme qui est un peu plus hybride, quoi, qui donne une part d'autorité un peu plus forte. Bon, c'est une question qui est assez attendue. On sait bien que, et qui est aussi un piège pour tous les artistes qui travaillent sur tout ça. En fait, on sait que toute technique amène les deux simultanément. Elle amène des progrès, elle amène de nouveaux problèmes. Donc c'est une sorte de piège qui est une condition de la technique et qui est une condition humaine aussi. Donc voilà, à partir de là, comment on fait pour orienter les techniques et pour permettre au plus grand nombre de s'y retrouver et de pouvoir orienter les choses aussi en fonction d'eux. Je pense que ça, c'est un rôle des artistes. Quand tout à l'heure, je parlais d'une recherche
Sur les moyens, finalement, c'est une recherche qui a beaucoup à voir avec la technique. Alors quand on dit ça, en art encore aujourd'hui, ça y est, on est un techniciste, etc. Euh, mais il faut revenir aux origines de la techné et du rapport entre l'art et la technique. C'est aussi une manière de faire les choses. Et dans cette manière de faire les choses, si elle est ouverte, c'est aussi une manière de transmettre cette ouverture et donc de donner prise sur ces moyens qui sont aussi des conditions de vie aujourd'hui à d'autres. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, je fais très souvent un lien on pourrait faire un lien, même je le fais souvent et là on peut le refaire, entre l'œuvre ouverte et l'open source. Je sais pas, ça ne me paraît pas totalement déplacé. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, pour les artistes, de penser un travail euh, informatique, mais qui a des liens forts à l'open source, c'est important parce que ça veut dire que l'artiste, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas soumis aux conditions techniques qui lui seraient données ailleurs, par ailleurs, l'ailleurs étant l'industrie culturelle qui, elle, a vocation précisément à gouverner, c'est la cybernétique aussi, hein, il y a une vocation de gouvernance par la technique, avec des ambitions économico-politiques, quand on sait à quel point aujourd'hui la politique est soumise à l'économie. Hein, je veux dire, les grandes entreprises aujourd'hui des technologies sont plus puissantes que les États, et on voit bien aujourd'hui toutes les tensions que ça crée, etc. Donc, comment les artistes, en travaillant en conscience avec ces techniques-là, les réouvrent à la fois sur leur potentiel esthétique, leur potentiel symbolique et leur potentiel technique. Et donc là, il y a un positionnement politique qui est assez fort et qui est amont même des réalisations dans la mesure où, à nouveau, il fait appel à une recherche sur les moyens.